Bonjour, le thème du colloque qui s'est déroulé sur 2 jours est en lien avec une production écrite, un livre coécrit avec mon collègue brésilien ici présent. La question est celle de comment la gestion solidaire peut se mettre au service d'une plus grande soutenabilité. Penser la plus grande soutenabilité, c'est penser les différentes dimensions de cette soutenabilité, qui peut être sociale, qui peut être environnementale, qui peut être numérique, qui peut être économique, et comment croiser ces différentes pluralités, cette pluralité de dimensions. Fédérer suppose d'avoir un cadre conceptuel cohérent et partagé autour de cette gestion solidaire. Une partie des réflexions de ce colloque a tourné autour de la transposition du cadre polanien de l'économie substantive vers une gestion dite elle aussi substantive. Cette réflexion nous permet d'élaborer une pensée autour de la gestion solidaire comme en capacité de réencastrer par un certain nombre d'instruments, de techniques et d'organisation la question des marchandises fictives dans la gestion dite solidaire. En fait, dans ce livre, nous partons d'un constat. Il s'agit de l'étendue même du problème de l'inégalité au monde. C'est pourquoi ce livre nous invite à un dialogue nord-sud autour d'une réflexion sur la gestion, aussi bien au niveau théorique que pratique. Au niveau théorique, nous avons voulu renouveler le cadre d'analyse du problème de gestion et des configurations organisationnelles. À côté d'un auteur comme Cal Polanyi, nous mettons un autre brésilien qui s'appelle Guerreiro Ramos, qui a beaucoup réfléchi sur d'autres rationalités appliquées à la gestion, comme la rationalité substantive. Et au niveau pratique, ce livre nous ouvre la possibilité de développer un peu plus des sujets tels que économie sociale solidaire, gestion des biens communs, gestion sociale au Brésil. Et ça va nous permettre de pénétrer dans des problématiques nouvelles de gestion et ouvrir des possibilités, des alternatives aux problèmes d'inégalité qui se posent aujourd'hui. Bien, bonjour à toutes et à tous que je n'ai pas encore vu aujourd'hui. Donc on va poursuivre les échanges qui étaient déjà très riches depuis hier autour de notre thématique avec une table ronde, tout à fait ronde, et il n'y a pas de table non plus. Mais, en tout cas, on a le plaisir d'accueillir pour l'instant deux invités autour d'une question qui va nous amener finalement à nous orienter vers des questions sur l'organisation, les modalités d'organisation, de gouvernance et de gestion au service de plus de soutenabilité. Donc on a pour ça invité deux personnes ici présentes que je vais très rapidement présenter et qui vont se présenter tout à l'heure. D'abord, Jean-Pierre Caron de Terre de Liens. Donc, je crois que vous êtes membre du bureau de la Fondation Terre de Liens. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de nous expliquer effectivement l'articulation entre le réseau associatif, la foncière et la fondation, et un peu l'histoire de cette organisation qui est née, je crois, il y a maintenant une quinzaine d'années, de 2003. Et puis, à ses côtés, Flora Barré d'Enercop. Alors, on a parlé dans un des ateliers d'Enercop déjà ce matin. Donc, vous êtes chargé de vie coopérative au sein d'Enercop. Et donc, vous allez nous expliquer à la fois le projet d'Enercop, que je pense beaucoup d'entre nous connaissent, mais aussi le type d'organisation que vous avez choisi autour d'une CIF, mais avec une logique territoriale et locale qui est intéressante, une logique de réseau. Donc peut-être dans un premier temps, ce que je vous demanderais, c'est de nous expliquer votre activité, ce que vous faites, le projet de départ, le projet aujourd'hui de votre organisation. Et puis ensuite, on passera plus précisément sur les choix que vous avez faits en termes d'organisation, alors en termes juridiques, mais aussi en termes de modalités de gestion, de modalités de gouvernance, le lien entre le national, le local, etc., les logiques de réseau. Donc peut-être, Jean-Pierre, si vous voulez commencer sur la partie description de votre activité, je ne sais pas si... Peut-être que tout le monde connaît Terre de Liens. Moi, je connaissais deux noms, mais j'ai découvert avec bonheur au travers du site internet, notamment. Voilà, ça peut commencer par ça. Bonjour. Alors donc, d'abord mon métier,
c'est consultant en développement organisationnel, donc ça peut être intéressant pour votre propos. Et par ailleurs, j'étais bénévole dans Terre de Liens, que je vais présenter, et aussi fondateur de la nef Banque Éthique, sur laquelle on pourra aussi avoir des questions après dans le débat. Alors Terre de Liens, donc j'y suis depuis quelques années. En fait, ça s'est constitué en 3 étapes. Il y a eu 3 types d'institutions. D'abord, ça a commencé localement par une association par région, ancienne région administrative. Donc il y avait, et il y a encore pratiquement 19 associations locales. Association loi de 1901, qui assure évidemment la proximité locale des personnes intéressées par Terre de Liens. Alors je vais d'abord dire la mission qui est très simple, du mouvement Terre de Liens, ce coup-ci, comme ça vous allez comprendre les différents types d'organisations. La mission c'est un plaidoyer sur la protection des terres agricoles, ça veut dire des contacts à tout niveau, collectivités locales, gouvernement, etc., sur la question de la protection de la terre qui, comme vous le savez, disparaît à vitesse grand V, avec l'urbanisation, les parkings, etc. Donc c'est premièrement un plaidoyer, deuxièmement entrer dans l'action, c'est-à-dire acheter des terres pour les protéger, donc c'est cohérent avec la mission. Acheter des terres et pour les mettre en bio, parce qu'on pense que justement c'est la seule solution durable et soutenable. Voilà, donc ceci nécessite une organisation assez complexe. Et donc le premier pilier des organisations, c'est d'avoir sur le terrain des associations proches du besoin, qui sont capables de repérer les terres à vendre, puisqu'on les achète, qui ont des contacts avec la SAFER, qui ont des contacts avec le conseil régional, etc., et qui s'occupent vraiment de recevoir les citoyens qui veulent justement s'installer comme fermiers. Et la meilleure situation, c'est quand un jeune se présente à l'association Terre de Liens, de Pays de la Loire par exemple, et il dit voilà, j'ai appris ce que c'est Terre de Liens, je voudrais m'installer, mais je ne peux pas emprunter parce que je n'ai pas de sous, voilà. Et, est-ce que vous pouvez... et à ce moment-là, on achète la terre pour lui. Donc évidemment, on reste propriétaire, avec l'engagement de ne jamais revendre la terre, et on lui fait un bail environnemental, un BRE, qui l'oblige à une seule chose, c'est à cultiver en bio. Voilà. Donc je vais expliquer la partie associative. Donc vous voyez qu'on a 19 structures associatives regroupées dans une fédération. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une foncière qui a été créée plus tard, une société foncière, et elle est citoyenne dans le sens qu'elle recueille des souscriptions de parts, et avec un succès énorme, puisque c'est à peu près 2 à 3 millions par an, que c'est déductible des impôts puisqu'on a l'agrément ESUS, et donc elle a actuellement 60 millions de capital. Et avec 60 millions, on peut évidemment acheter pas mal de terres. On n'a pas suffisamment de projets. Pour une fois qu'on a trop d'argent et pas assez de projets, ça mérite d'être mentionné. Et la troisième structure, qui est plus récente, qui a 5 ans, c'est là où je suis trésorier, c'est une fondation. Alors vous savez, pour avoir une fondation, il faut 10 ans de travail. Donc il y a eu d'abord un fonds de dotation. Et l'agrément, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, a été obtenu il y a 5 ans. Et le travail a démarré il y a quasiment 15 ans. Voilà, et donc cette fondation permet de recueillir des dons pour financer l'achat des terres, aussi un peu le fonctionnement, et également des legs en toute franchise fiscale, évidemment. Voilà, donc on a avec ça à la fois une dynamique associative et 2 types d'outils qui permettent de réaliser notre mission. Alors au niveau chiffre, on a 45 salariés dans l'ensemble du mouvement Terre de Liens, dans l'ensemble des structures.
200 fermes achetées pour l'instant. Ça représente 4500 hectares. Et on a même un programme européen pour... bonjour. Même un programme européen pour essaimer dans d'autres pays et répandre l'idée. Alors l'idée est géniale quelque part, moi je la trouve géniale, l'idée de ce montage, parce que ça crée pour les parts sociales, ça crée un marché des parts qu'on peut retirer quand on veut, là je parle de la foncière, et vous voyez bien que la difficulté d'un petit agriculteur qui s'installe, c'est que s'il crée un GFA, il demande à ses parents, amis de souscrire des parts, bon, tout ça se passe bien, et 20 ans après, quand il veut s'arrêter, évidemment, les parts, personne ne veut les acheter. Et donc on a créé un marché des parts sociales dans cette société foncière. Voilà, et je dis l'idée est intéressante, en fait, à Berkeley, donc qui est quand même la deuxième université au monde, je crois, à Berkeley, un jour on a eu un coup de téléphone auprès du fondateur qui s'appelle Shaw Zardena, et ils ont dit, il paraît qu'en France, il y a un gars qui a une idée géniale d'un montage pour acheter des terres et les protéger. Et jusque là-bas, donc ils avaient entendu parler de Terre de Liens, et donc ils lui demandaient d'intervenir. Voilà. Merci. On reviendra sur certaines questions peut-être plus spécifiques. Alors, entre-temps, Anne Mechen nous a rejoint. Donc vous travaillez à la ferme de Chenèvre, qui est un écolieu. Alors si j'ai bien compris, il y a une espèce de jeu en poupée russe entre les colibris, le projet Oasis et donc les Chenèvre, qui est une ancienne ferme en fait, traditionnelle dans le Jura. Donc vous nous expliquerez le projet et puis des questions plutôt d'organisation et de gestion comme j'ai demandé à chacun. Alors peut-être Flora, de la même manière, rapidement, l'activité, le type d'organisation spécialisée ou plus spécifique. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si on a entendu parler de Enercop à Berkeley, mais c'est en tout cas un statut aussi un projet assez intéressant. Donc, Enercop, c'est un fournisseur d'électricité. Moi, je suis chargée de la vie coopérative, donc c'est réfléchir à une meilleure implication des sociétaires dans la gouvernance et le développement de l'entreprise. Le secteur de la fourniture d'électricité a été ouvert à la concurrence par les particuliers depuis 2007. Et donc c'est un service public qui disparaît pour un besoin de première nécessité. Donc il y a eu une idée plutôt de se battre contre une directive européenne sur la libéralisation des réseaux en 1996, de proposer une alternative qui permette la réappropriation citoyenne sur le secteur de l'énergie. Et donc il y a un certain nombre de personnes et de structures qui se sont associées pour créer un nouveau service, donc un service de fourniture d'électricité 100% renouvelable et en contrat direct, mais donc un fournisseur, mais avec un projet de transformation sociale. Et notamment, dès le début, ça a été créé en statut de SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc c'était le statut qui était vraiment le plus approprié par rapport aux valeurs défendues pour ce projet politique. Donc j'imagine que vous avez déjà pas mal entendu parler des SIC ce matin. Donc c'est de forme privée mais d'intérêt public. Et donc ça s'inscrit dans le courant de l'ESS. Et donc ça place pas le capital au centre du projet, mais l'intérêt collectif, c'est-à-dire que la rentabilité est au service de la finalité sociale. J'imagine que vous êtes un peu au fait de tout ça. Donc aujourd'hui, Enercop, c'est 60 000 clients, dont 30 000 sociétaires et 190 producteurs en contrat direct. On s'est créé, donc au début il y a ce qu'on appelle maintenant la structure historique, Enercop nationale,
Mais dès le début, il y avait le projet d'essaimer et de relocaliser aussi toutes ces questions sur l'énergie. Et donc aujourd'hui, il y a 10 coopératives locales, et notamment la dernière, c'est Enercop Pays de la Loire, qui va avoir son assemblée générale constitutive au premier trimestre 2019. Et donc sur tout le réseau, on est 170 salariés. Donc voilà, ça c'est pour un panorama un peu global avant de rentrer dans les détails. Beaucoup. Donc Anne, si vous pouvez présenter un peu plus. Bonjour, excusez-moi d'arriver en retard. Donc je vais vous parler d'un écolieu qui s'appelle la ferme de Chenèvre et qui fait partie d'un réseau qui est le réseau des oasis du mouvement Colibri. Donc, effectivement, on est en poupée russe. Notre écolieu a démarré il y a 2 ans avec 10 personnes qui se sont associées pour acheter en propriété collective une ancienne ferme qui était à l'abandon depuis les années 60 et qui avait beaucoup d'intérêt. Il y avait 25 hectares de terre solidaire d'une grosse ferme jurassienne et personne n'était capable. On avait parmi nous une jeune agricultrice en bio qui fonctionne, qui travaille en traction animale. Elle n'avait absolument pas les moyens de s'installer. Elle a eu d'ailleurs des propositions de terre de liens pour aider à acquérir les terres. Mais il y avait cette dimension, le bâtiment plus les terres. Et en fait, le plus gros de la valeur, c'était les bâtiments. Donc finalement, on n'a pas pris ce chemin-là, on a pris plutôt le chemin de la propriété collective et donc une SCI dans un premier temps. Et avec l'idée, effectivement, au fur et à mesure, de pouvoir aller vers une SIC ou une structure coopérative qui nous conviendrait mieux en termes de valeur. Mais comme nous avions acheté... je ne rentre pas dans les détails, mais par la SAFER. La SAFER ne connaissait que SCI ou GFA. Ce n'était pas possible de proposer quelque chose de plus fantaisiste à la SAFER. Donc voilà pour ce lieu-là. Le réseau, j'avais plutôt envie de vous parler du réseau des oasis, parce que nous, on en a énormément bénéficié. C'est vraiment la puissance d'un réseau, d'une communauté d'apprentissage, de partage d'expérience et puis d'être soutenu aussi vis-à-vis dans l'espace public en termes d'intention, de discours, non seulement de pouvoir se rencontrer, apprendre ensemble et échanger de l'expérience, mais aussi avoir une accélération de reconnaissance dans la société. Et j'en veux pour exemple, ça c'est un hors-série qui a été consacré aux oasis en 2015, sauf erreur de ma part, où il y avait à l'époque 100 lieux qui étaient présentés par Colibri, donc dans les 5 intentions: sobriété énergétique, autonomie alimentaire, solidarité intergénérationnelle, au niveau de l'énergie, je l'ai dit, lieu ouvert aussi sur l'extérieur. Il y a l'idée d'essaimer, de partager, de faire goûter à un public plus large ce que c'est que ce mode de vie. Et donc il y avait 100 lieux qui étaient répertoriés à l'époque. Aujourd'hui, ce réseau compte 700 lieux. C'est quand même, en 3 ans, c'est une accélération assez extraordinaire. Alors qui tient aussi beaucoup au fait que ce réseau a fusionné avec le réseau de l'habitat participatif. Mais néanmoins, on est dans une dynamique très très importante. Et c'est les fondamentaux de cette dynamique sur lesquels peut-être on reviendra plus tard. Merci. Alors peut-être, Flora, est-ce que vous pouvez revenir sur les choix d'organisation, structure juridique, et puis toutes les relations, notamment entre les niveaux national et les niveaux territoriaux, qui me semble être un élément important. Oui, tout à fait. Alors, la vision des fondateurs, donc les fondateurs, c'est des personnes physiques et des personnes morales dans le milieu de l'ESS, des associations de défense de l'environnement et aussi des structures dans les énergies renouvelables qui se sont rassemblées autour de 3 dimensions qui sont vraiment au cœur du projet Enercop, avec une dimension donc coopérative, comme on l'a dit,
Et donc l'objet, c'est bien de produire un service pour les membres et ne vise pas la rémunération de capitaux, mais directement avec la spécificité de la SIC et donc du multisociétariat. Donc dans le cas d'Enercop, les différentes catégories, donc je ne sais pas si je le rappelle ou si c'est évident pour tout le monde, mais le multisociétariat, c'est l'idée de rassembler toutes les parties prenantes au sein du sociétariat, et non pas comme par exemple ce qu'on connaît plus typiquement dans les coopératives, les SCOP, où c'est les salariés qui détiennent le capital et les moyens de production. Dans une SIC, donc c'est un statut qui date de 2001, ça va plus loin, non, c'est un autre projet, mais donc c'est rassembler les parties prenantes, et donc pour Enercop, fournisseur d'électricité, c'est donc essentiellement les consommateurs, les producteurs qui doivent aussi être sociétaires, les salariés, mais il y a aussi des partenaires, des collectivités territoriales, etc. Et donc c'est en fait la synergie de ces différentes catégories qui crée l'intérêt commun, l'intérêt collectif, puisque voilà, il n'y a pas d'intérêt par catégorie, mais tout le monde, enfin les différentes catégories ont des sièges au conseil d'administration et toutes les catégories votent à l'Assemblée générale. La deuxième dimension, c'était aussi la dimension locale. Effectivement, puisque dès le début, dans les statuts d'Enercop national, il y avait vraiment l'idée de relocaliser la question de l'énergie. Et donc il y a la SIC Enercop nationale et comme je disais tout à l'heure 10 SIC Enercop locales qui sont juridiquement indépendantes. Ce n'est pas des agences ou des établissements qui dépendent directement d'Enercop national. Et donc l'idée c'est que, donc on est lié par la marque hein, quand même, et donc l'idée c'est que avec le fait d'avoir des Enercop locales en termes de prospection de producteurs, de développement des moyens de production, de dynamisation du territoire, aussi parce que ça veut dire qu'on est beaucoup plus proche des différents mouvements sur la transition énergétique localement par les gens les équipes des Enercop locales qui portent le projet, etc. Donc c'était vraiment très, très important cette dynamique d'essaimage qui crée donc de fait un réseau, donc c'est un peu expérimental, le fait que ce ne soit pas des établissements où on est à la fois indépendant, les Enercop locales sont à la fois indépendantes juridiquement, mais quand même il y a des dépendances économiques. Donc voilà, pour le moment c'est un petit peu en cours de réflexion, et sur la gouvernance et les instances réseau, etc. C'est tout à fait d'actualité de réfléchir à voilà, comment on fonctionne ensemble, puisqu'il y a donc 10 et 11 maintenant conseils d'administration et 11 directeurs généraux ou directrices. Donc voilà, c'est pas simple, mais ça a été vraiment voulu comme ça dès le début. Et la troisième dimension, c'est la dimension citoyenne. Donc c'est les citoyens sociétaires qui sont au cœur du projet et qui permettent sa faisabilité et qui détiennent la gouvernance. Donc voilà, et l'enjeu de la vie coopérative, c'est de faire participer les sociétaires au-delà de leur rapport en capital. Voilà, ce qui est pas simple, il y a 30 000 sociétaires, mais je pourrais revenir après sur les défis que ça pose. Bon, on y reviendra après chez chacun d'entre vous. Je pense que dans ce que vous dites, on voit bien aussi les problématiques qui peuvent se poser en termes de complexité et en termes d'animation de la vie coopérative. Peut-être, Jean-Pierre, si vous pouvez revenir sur peut-être sur ce qui vous a conduit finalement à ce choix en trois étapes, 3 étages, 3 blocs, et comment, enfin, qu'est-ce que ça permet donc on voit bien ce que ça permet en termes d'activité, mais qu'est-ce que ça permet aussi en termes au service du projet, mais en termes d'organisation et de vie interne de l'organisation. Oui, alors donc, la partie associative avec ces 19 associations, c'est parce que donc, une association peut justement avoir des cotisations, des membres, entretenir une vie de proximité avec ses membres. Voilà, donc ça c'est l'animation.
Ça permet aussi de travailler avec des bénévoles, ce qui n'est pas simple. Hein. Les bénévoles ne sont pas des salariés, ça pose tout un tas de questions. Mais ça permet d'avoir en proximité des bénévoles autour de l'association. Et on a à cet égard 700 bénévoles, ce qui est assez important. Et donc ils peuvent s'investir dans la promotion sur le terrain, dans des expositions, des salons, etc. Donc ça c'est pour la partie associative. Ensuite la foncière, on a choisi une forme très particulière que j'aimerais un petit peu expliciter, qui est la commandite. Société en commandite, par action, c'est une société à deux niveaux. Il y a les commanditaires et les commandités. En fait, la commandité. Donc, l'idée, c'était justement de séparer, c'est un peu philosophique, hein, mais très intéressant, c'était de séparer le capital du pouvoir de gestion qu'il peut amener. Évidemment, lorsqu'on est actionnaire d'une entreprise classique, on a plus ou moins de capital, et si on en a beaucoup, on peut peser sur la gestion. Alors, comme on voulait une organisation citoyenne, et on voulait faire une expérience où ceux qui possèdent le capital n'ont aucun pouvoir sur la gestion. Voilà, c'était un gage intéressant d'indépendance, et donc il y a 12 000 personnes qui ont des parts de la foncière, hein, sur les 60 millions, 12 000 citoyens, et donc ils sont réunis dans un conseil de surveillance, voilà, mais, donc ça c'est les commanditaires, et cette société a commandité une SARL avec 3 actionnaires, uniquement pour la gestion. Voilà, donc 3 actionnaires, il y a 2 personnes morales, il y a la nef, justement, parce qu'on était dans les fondateurs, il y a la nef, il y a une organisation agricole, et puis il y a un particulier qui est un peu l'arbitre. Donc les deux du mouvement ont 45%, et le particulier, qui est le gérant de la SARL, a 10%. Voilà, c'est un montage qu'on a essayé, qui est assez intéressant. Alors, la commandite, je signale que c'est une structure très ancienne. Dans les manuels, on dit très peu utilisée. On a l'air de dire c'est périmé, etc. Ça a été inventé au XVIIe siècle par les armateurs, qui en fait voulaient financer un bateau, mais ne pouvaient pas être sur le bateau pour être responsable de son cap, de tout ce qui peut se produire avec l'équipage. Donc il y avait une séparation entre l'armateur et le commandant et le gestionnaire du bateau. Et, voilà. Et c'était la même idée, c'est-à-dire celui qui mettait le capital, il n'avait pas de pouvoir sur le quotidien. Voilà, donc c'est cette forme de commandite sur la foncière. Et puis la troisième structure est une fondation. Et là on voulait l'image d'une fondation parce qu'une fondation c'est quelque chose de solide. D'abord, c'est une fondation qui a une utilité publique, donc les gens peuvent donner plus facilement, et elle a une image de solidité, de mission gravée dans le marbre, etc. Et donc ça attire beaucoup plus de donateurs et de legs aussi, parce qu'on a des legs importants qui arrivent. Merci. Anne, peut-être poursuivre tout ce que vous avez commencé sur les fondamentaux un peu de l'organisation. Le mouvement Oasis, c'est un des mouvements. Le projet Oasis, c'est un des projets forts du mouvement Colibri. Il y en a plusieurs, hein. Il y a l'université, il y a la fabrique, il y a l'agora des citoyens, mais le projet Oasis, il est vraiment couvé par le mouvement Colibri. Et il profite des autres projets aussi. Donc il a vraiment une dynamique très très soutenue. C'est vraiment pas par hasard que ce projet fonctionne bien. Le point de départ, c'est un manifeste, hein, un manifeste pour des oasis en tout lieu, qu'un collectif de personnes, peut-être animé par Pierre Rabhi, a écrit en 1995. C'est un texte d'une dizaine de pages, et
qu'on peut relire avec grand intérêt parce qu'il n'a pas pris une ride. Et qui est vraiment un appel à créer des lieux expérimentaux de vie où l'humain et l'écologie, le respect de la nature et le respect de l'humain et le lien entre les trois, entre les humains entre eux, entre les humains et la nature, et le respect de soi-même aussi, soit au centre en fait. Et c'est vraiment plusieurs années, je dirais bien des années plus tard, que la notion de relier les quelques expériences qui avaient eu lieu sur le territoire, qui étaient ou qui n'étaient pas d'ailleurs à l'origine reliées à ce manifeste, a vu le jour. Et donc ça remonte, je dirais, plutôt à de 2014-2015. Et là, vraiment, il y a eu un gros coup d'accélérateur pour utiliser les outils numériques au service de ce projet, qui n'a pas grand-chose de numérique du tout à la base, et puis utiliser la logique du commun et la logique du réseau pour structurer ce projet. Donc on est vraiment dans l'idée qu'il n'y a pas un centre et une périphérie, mais un petit peu comme dans le cas d'Enercop, il y a beaucoup de structures indépendantes les unes des autres qui vont se reconnaître dans une charte à minima, et puis qui vont pouvoir profiter d'un soutien pour quelques projets centraux, mais il n'y a pas de dépendance en fait, il n'y a pas d'affiliation. Et la logique du réseau, c'est aussi de mettre toute l'information en transparence et en visibilité pour que quiconque se sente appelé à rentrer dans cette dynamique-là le fasse sans avoir à demander d'autorisation. Donc il y a une logique d'empowerment, de capacitation qui est très très forte et d'horizontalité qui est centrale, je pense, et qui est clé dans la réussite de ce projet. Oui, Florent. Je veux bien réagir à deux petites choses. D'abord, sur la décentralisation dont vous parlez. Donc quand même, je voudrais juste préciser que c'est Enercop National qui a l'agrément de fournisseur, et donc malheureusement on est en réflexion sur comment augmenter cette décentralisation, mais je ne pense pas qu'on puisse faire exactement le parallèle avec les oasis, parce qu'il y a quand même des questions de dépendance économique qui sont encore en réflexion. Donc voilà, c'est vraiment tout un chantier sur la gouvernance réseau et le modèle économique réseau qui est en cours, et je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais voilà, c'est pas peut-être aussi exemplaire que ce qu'on voudrait, et en tout cas c'est une réflexion constante, et c'est un idéal vers lequel on veut aller. Et l'autre chose, je voulais réagir sur par rapport à quand vous avez évoqué la société par commandite, sur le lien entre capital et gestion, etc. Donc à Enercop, le lien entre capital et gouvernance, c'est assez intéressant parce que bon, comme c'est une coopérative, c'est une personne égale une voix comme dans toute coopérative. Ceci dit, dans le statut SIC, il y a une subtilité où il est possible de regrouper certaines catégories pour faire des collèges de vote et pondérer, ce qui est particulièrement intéressant pour Enercop, parce que par exemple sur les 16 000 sociétaires d'Enercop National, il y en a peut-être 95% qui sont des consommateurs. Et donc pour pouvoir rééquilibrer les pouvoirs, enfin comment dire, que les intérêts catégoriels ne se retrouvent pas trop déséquilibrés au moment du vote à l'Assemblée générale, on peut décider que, par exemple, les consommateurs, même s'ils représentent 95%, ils ont 20% des droits de vote, les producteurs ont 20%, les salariés ont 10%, etc. Donc c'est une personne égale une voix à l'intérieur des collèges. Je voulais juste préciser que voilà, il y a cette petite subtilité, c'est pas toutes les SIC qui ont ça, mais il est possible d'avoir ça dans un statut SIC, et particulièrement à Enercop où il y a des grandes disparités de nombre au sein des catégories, c'était intéressant de le mettre en place. Alors peut-être sur la
la deuxième question que je voulais vous poser, justement en lien avec ce que vous venez de dire, on voit bien que dans les 3 cas, il y a éventuellement une réflexion sur l'évolution du type d'organisation en fonction de la croissance de l'activité ou en fonction de l'évolution de l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc, en lien avec, est-ce qu'il y a aujourd'hui, quel type de réflexion vous avez en termes d'évolution de l'organisation? Et en lien avec ça, quels sont les défis que posent les choix organisationnels que vous avez faits? Donc on voit bien, complexité, indépendance, qui pourrait, dans le cas d'ENERCOP, aussi présenter un certain nombre de risques d'harmonisation, etc. Donc l'absence d'affiliation, qu'est-ce que ça veut dire dans un mouvement comme le vôtre? Donc, si vous pouviez citer les 2-3 réflexions ou défis que vous avez aujourd'hui. Alors, le défi le plus important, c'est en termes de flux. C'est-à-dire qu'on a 3 flux à gérer. On a des gens à former, qui sont de plus en plus nombreux, des salariés même, et des bénévoles. On a des fermes à acheter, et on a des dons à collecter pour fonctionner. Et donc, face à ce constat en termes de flux, et au-delà des structures juridiques, on s'est organisé en pôles, en 3 pôles. Le pôle regroupant des salariés des 3 structures qui sont comme mis à disposition, etc. Voilà. Et donc, le premier pôle, c'est justement dans la fédération, donc dans des associations qui s'occupent essentiellement de formation. Le deuxième pôle, c'est les fermes, qui sont alors gérées cette fois-ci par la foncière, puisque c'est le plus logique, c'est eux qui achètent le plus. Et donc, on a une personne de la fondation, par exemple, qui est plus dans notre bâtiment, mais qui est avec la foncière, tout en étant payée par la fondation, et elle s'occupe de l'achat des fermes, parce qu'on fait souvent des achats ensemble, entre la foncière et la fondation. Et puis, deuxièmement, on a des legs aussi, où il faut s'occuper des fermes, et c'est ce pôle-là qui s'en occupe. Et le troisième pôle, c'est les dons à collecter, et en même temps, on y a mis la fonction communication pour l'ensemble du mouvement, évidemment. Donc pour les associations, pour la foncière, etc. Tout est regroupé, la communication est globale pour le mouvement Terre de Liens. Et la communication inclut évidemment la communication au public sur la collecte. Donc c'est assez cohérent. Transversalité. Exactement. On a été obligé de mettre de la transversalité, sinon c'était impossible à coordonner. Donc ça c'est le premier défi. L'autre défi que j'ai un tout petit peu mentionné, qui n'est pas simple et qu'on commence un peu à découvrir, c'est comment gérer des bénévoles un peu partout, puisque on ne peut pas les manager comme un salarié, sinon c'est faire travailler des gens sans les payer. C'est assez complexe comme problème, c'est un problème juridique, mais ça nous occupe beaucoup. Voilà 2 défis. Flora? Alors moi j'en ai noté 4. Donc il y en a un, c'est sur des histoires d'échelle. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on est la plus grande SIC de France en termes de sociétaires. Sur les 16 000, il y en a plus de 30% qui votent, en tout cas la dernière, qui ont voté à l'Assemblée Générale les résolutions. C'est quand même non négligeable, parce que chaque année on a un certain nombre de résolutions. Mais tout l'enjeu, c'est bien qu'est-ce qui se passe d'une AG à l'autre, avec toute une question, nous aussi, de formation, et parce que c'est notre devoir de faire comprendre au mieux quels sont nos enjeux stratégiques, notre situation économique, etc. Et parce qu'on a aussi ce souci un peu d'éducation populaire, d'expliquer au mieux pourquoi on fait nos choix et qu'est-ce que c'est un peu le contexte global sur la fourniture sur le marché de la fourniture d'électricité qui est de plus en plus
complexe, qui est très réglementé et qui est de plus en plus concurrentiel. Voilà, des enjeux de formation. On fait des réunions pré-assemblée générale pour expliquer les résolutions en amont, etc. Mais avec un si grand nombre de sociétaires, c'est vraiment pas évident à animer. Du coup, on a pas mal de réflexions en cours autour de l'utilisation d'outils numériques, notamment sur les démarches, on regarde un peu ce qui se fait dans les démarches de démocratie participative pour les collectivités qui peuvent avoir un peu des échelles semblables aux nôtres pour certaines. Donc voilà, donc ça c'est un premier défi lié au nombre. Sur l'animation du multisociétariat en particulier aussi, parce que donc c'est des catégories de sociétaires un peu particuliers pour certaines, donc les collectivités qui quelquefois ne savent pas qu'elles peuvent prendre des parts et sont un petit peu frileuses sur la souscription de parts sociales. Donc là il y a un accompagnement spécifique. Sur la catégorie des producteurs aussi, où quelquefois la culture coopérative n'est pas évidente. Donc voilà, sur l'animation du multisociétariat. Et j'avais noté que le troisième défi, c'est sur la contradiction entre temps court et temps long. C'est-à-dire que dans notre secteur d'activité très concurrentiel, quelquefois il faut prendre des décisions rapides, ce qui est un peu antinomique avec notre volonté au maximum de consultation des sociétaires, voire d'aller dans des démarches de plus en plus inclusive et de pourquoi pas un jour de réelle codécision. Donc là ça rejoint aussi la question du nombre, mais voilà, sur le secteur de la fourniture d'électricité, voilà, quelquefois ça peut rentrer en contradiction entre ce qu'on aimerait mettre en place et la rapidité des prises de décision qui s'imposent. Et enfin, j'avais noté sur le volet un peu éducation populaire, où on est sur des sujets extrêmement, assez techniques, et donc pour que nos sociétaires puissent un peu s'emparer de nos enjeux, il y a tout un travail de pédagogie, et donc ça c'est pas mal de temps, de moyens humains et de moyens financiers, et voilà, que les concurrents n'ont pas. Mais donc ça c'est toute la question de l'animation de la vie démocratique. Voilà, en quelques mots, là, parce que j'ai résumé. Donc, Anne, oui. Je peux en rajouter un? Parce qu'elle en a Rapidement. Allez, voilà, rapidement. Et donc, c'est le défi de la gouvernance, parce que avec des structures, d'une part associatives, une foncière, une fondation, on a des éléments de puzzle qui s'encastrent pas bien. Et donc la gouvernance commune est extrêmement complexe. Indépendamment des pôles que j'ai expliqués, il faut au niveau stratégie, vision, avoir quelque chose de commun. Et donc on est en train d'une part de vérifier qu'on a la même vision pour avancer, d'autre part de renforcer un organe justement qui coordonne les trois bureaux des trois types d'institutions, donc le bureau de la fédération, des associations, 2-3 représentants de la foncière, parce qu'il n'y a pas de bureau, et le bureau de la fondation. On se réunit ensemble, avec les directeurs. Voilà. Alors, je vais commencer par la gouvernance aussi, parce que tous les lieux du réseau des Oasis fonctionnent avec des modes de gouvernance inclusifs, et souvent la culture partagée, celle qui est diffusée avec le MOOC Oasis et plus largement dans Colibri, c'est une gouvernance horizontale telle que l'Université du Nou la pratique et la diffuse en France. D'ailleurs, tout le mouvement Colibri a été accompagné par l'Université du Nou pour sa propre gouvernance. Donc et c'est vrai que cette culture de la gouvernance partagée, c'est un chantier qui est toujours à entretenir, à refaire, à pousser plus loin, et c'est quelque chose de difficile. Après, en termes de structure réseau Oasis, le pas qui vient d'être posé, c'est de déposer une marque collective Oasis. Donc je ne sais pas encore très bien quel est
quelle est l'intention, mais sans doute justement de rester en cohérence avec le nombre qui commence à être important. Donc de vérifier qu'on est bien dans une vision partagée, et puis donc sans doute qu'une gouvernance, je dirais ad hoc, en ligne avec la culture de gouvernance partagée, soit élaborée au sein de cette marque collective. Le deuxième défi, c'est celui du financement des écolieux, parce que la NEF a financé plusieurs d'entre eux, dont celui dont j'ai la chance de faire partie. Mais globalement, c'est très très compliqué, les banques ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit, et font mine de ne pas le comprendre, si bien que là, donc le mouvement, le projet Oasis vient de mettre sur pied une coopérative de financement, sans doute avec votre aide, pour, je sais pas, l'aide de Terre de Liens, du CNA. Je sais que la NEF a aidé, Finacop a aidé aussi à mettre sur pied cette coopérative de financement, donc qui va faire appel à l'épargne citoyenne pour, donc je crois que ça va commencer au mois de juin de cette année, pour permettre à ces écolieux de se développer. Le troisième et dernier défi que j'ai noté, c'est celui de l'inscription dans les territoires, parce qu'aujourd'hui, même si on peut dire ok, il y a 700 lieux, en fait c'est rien du tout, et le lien avec les collectivités territoriales, avec les territoires en général, est encore vraiment à construire, quoi. Donc là, il y a tout un énorme pan j'ai envie de dire, d'éducation populaire politique à faire auprès des administrations, des collectivités, des élus. Il y a un sacré boulot, et sans doute que les formes de SIC pourraient être des bons appuis pour ça, mais de fait, c'est pas encore une culture très, très répandue, les SIC dans les collectivités. Merci beaucoup. On prend le temps de quelques questions. 5 minutes. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous pourriez illustrer par un exemple les difficultés majeures que vous rencontrez dans votre parcours? La question s'adresse à difficultés majeures. S'il y en a, il faut quand même. S'il y en a. On va prendre une autre question. Parce qu'il y a peut-être d'autres questions. On va prendre 3 questions, comme ça après on répondra à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, sur Enercop en particulier, le modèle économique, est-ce qu'il est sous tension et quelle implication ça a dans tous les défis auxquels vous faites face? On va prendre une troisième question un peu plus positive. Comment résister à la marchandisation? Je vais répondre concernant la question directement sur Enercop. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler. Sur le modèle économique, en tout cas en 2014, a été décidé par le conseil d'administration un changement d'échelle assez conséquent, avec vraiment un saut quantitatif au niveau des objectifs en termes de clients et de sociétaires, ce qui a généré des investissements très lourds, notamment dans un nouveau système d'information. Donc là, effectivement, on est en train d'amortir ces développements qui ont été faits en propre et cette migration. Voilà. Parce qu'effectivement, en tant que fournisseur d'électricité, on gère essentiellement des bases de données, donc les systèmes d'information est important. Donc là, voilà, on est dans un moment où, comme énormément d'entreprises qui sont dans des phases de très forte croissance, parce qu'on a
Je ne me souviens plus exactement les pourcentages, mais je crois que c'est assez impressionnant. Et ben, à la fois c'est très positif du fait d'avoir énormément de gens qui nous rejoignent, et éventuellement un peu compliqué au niveau de la trésorerie du fait d'avoir eu des investissements importants, mais je crois savoir que c'est assez commun. Oui, alors je vais d'abord répondre à la dernière question sur la marchandisation. En fait, le problème de la marchandisation est au cœur du projet Terre de Liens, puisque notre idée principale, c'est de sortir la terre du circuit marchand. Hein, quand on l'achète nous, on s'engage à ne plus jamais la revendre. Donc, et on la met à bail à un fermier, et puis quand il s'arrête, on en cherche un autre, etc. On n'a absolument aucun intérêt à revendre la terre, surtout qu'on a dit que c'était pour protéger les terres agricoles ad vitam aeternam, donc c'est un côté soutenable. Hein. Donc voilà, donc, pour nous la terre n'est pas une marchandise, et dans la pratique, on le pratique comme ça. Et l'argent non plus n'est pas une marchandise, ça c'est mon côté neuf, mais on l'a aussi dans Terre de Liens, c'est-à-dire que le capital d'une foncière n'est pas non plus quelque chose qui sert à gagner de l'argent au travers de dividendes. Il n'y a pas de dividendes. Hein. C'est simplement un argent qui est utile socialement, et c'est pas une marchandise. Donc on n'achète pas non plus des parts de société. Voilà. C'est les deux éléments. Alors si je peux répondre ensuite sur la question de quel est le principal problème au travers d'un exemple, j'ai eu du mal à répondre parce qu'on en a tellement. Mais bon, c'est assez compliqué de financer l'achat d'une terre de manière citoyenne et collective. C'est le problème qu'on a. Quand on achète une terre, d'une part, on lance une collecte, on va dire pour le principe, puisque vous avez compris, les sous, on les a. Mais, pour que localement, les gens se disent, tiens, c'est à 1 kilomètre de chez moi, pourquoi j'aiderais pas, etc. Donc ça, c'est de l'argent citoyen qu'on collecte sous forme de dons. Et puis ensuite, mais c'est à peu près 20% du projet. Et ensuite, le reste, on doit le mettre soit sous forme d'argent de la foncière, mais voilà, donc, ou alors sous forme d'argent de la fondation. Donc on doit trouver le montage qui correspond. Et puis on doit aussi vérifier qu'il n'y a pas des organismes qui peuvent nous soutenir dans cette action pour l'achat de terre. Donc je vais donner un exemple, les agences de l'eau. Quand vous proposez de mettre cette terre en bio, de la convertir en bio ou de continuer à la cultiver en bio, pour l'acheter en fait, eh ben, on peut faire appel à l'agence de l'eau. Parce que l'agence de l'eau, ça l'intéresse éminemment si au-dessus il y a un agriculteur bio qui ne pollue pas les nappes phréatiques, et lui il est prêt à mettre de la subvention. Et on peut même aussi avoir des subventions de conseils régionaux qui sont intéressés à avoir qu'il y a un peu plus de patrimoine protégé, mais qui se disent nous on n'a pas vocation à acheter des terres, donc ils nous donnent l'argent pour l'acheter. Voilà, donc le principal problème c'est de trouver le bon montage financier. Je viens ajouter un mot sur la marchandisation. D'une part, nous par exemple dans notre écolieu, quand on propose une animation, un rassemblement, un service, on essaie de faire revoir le rapport à l'argent en proposant de contribuer en participation consciente et non pas avec un prix fixe. Et donc ça vient interroger le rapport à l'argent. Et de même, dans la coopérative de finance, au niveau du réseau, les épargnants qui vont confier leur épargne à cette coopérative pour soutenir ce genre de projet sur le territoire, eh bien, vont rentrer dans une logique de sens, il y a la même que pour Terre de Liens, donc vont aussi avoir un rapport à l'argent qui est différent et qui ne va pas dans le sens, je pense, de tout ce qu'on peut mettre dans le mot marchandisation. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Un grand merci à nos 3 intervenants pour ce partage.
Merci beaucoup. Donc, je vais inviter les participants à la table ronde à venir me rejoindre. Alors, nous allons discuter maintenant de la relation entre acteurs, chercheurs. Les chercheurs peuvent être des acteurs, bien évidemment, ils le sont. Et les acteurs sont aussi des chercheurs. Donc, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a ce double rôle qui va être discuté ici maintenant dans le cadre du champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc je remercie les trois participants qui ont accepté de venir discuter avec nous de cette question, et Philippe Hainaut qui a aussi fait toute cette mise en relation avec tous les intervenants. Donc Emmanuel Maudet, qui est responsable des études et prospectives chez France Active, Christine Chognaud, qui est adjointe au directeur général de l'UNIOPS, qui est ici aussi à titre personnel par rapport à toutes les recherches qu'elle a pu mener, et Lionel Morel, qui est directeur adjoint scientifique à l'Institut national des sciences humaines et sociales, et qui est aussi auteur de blog et membre de la COP des communs. Alors, on a prévu d'organiser notre échange autour de 3 questions, et je vais aller m'installer tout de suite pour discuter avec vous autour de ces 3 questions. La proposition que j'ai faite, c'est que chacun des intervenants, chacune puisse se prononcer sur ces questions durant un temps limité, de sorte qu'on puisse avoir un échange avec vous, puisque ce sont des questionnements qu'on peut avoir en tant que chercheur, où il y a peut-être d'autres questions, bien évidemment, qui n'auront pas été traitées ici, qui peut être l'occasion d'échange. Je sais que c'est un peu dur, c'est après le repas, on a eu un super bon repas, et puis on a eu moins de café, donc il va falloir un petit peu se reprendre en main. Alors, donc la première question que nous avons convenu de discuter ici maintenant, et à travers cette question, je pense que chacun d'entre vous pourra aussi présenter ce qu'il a déjà réalisé comme type d'expérience en termes de coopération de recherche, et donc je vais tout de suite vous céder la parole. Je commence. Bonjour à tous. J'ai la dure mission de réveiller tout le monde, si j'ai bien compris le message. Oui, non, moi aussi d'ailleurs, je voulais donc moi je suis Emmanuel Maudet, je travaille à France Active, qui est un réseau de financement solidaire. En fait, on apporte des financements et on conseille des entreprises de l'ESS. Donc nous, en fait, nous ne sommes pas, nous n'avons pas d'action de recherche en particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cellule de recherche sur des sujets spécifiques. En revanche, on mène plusieurs actions de collaboration avec des chercheurs. Alors déjà, peut-être en premier lieu, dire en quoi ça nous intéresse. Parce qu'en fait, on publie des guides pédagogiques et des études qui ont principalement pour vocation de donner un éclairage à nos partenaires institutionnels et aux entreprises que l'on accompagne. Donc on est sur des sujets souvent très pratico-pratiques. Mais on attache vraiment beaucoup d'importance à prendre toujours et aborder ces sujets en prenant toujours un peu de hauteur, partant du principe que même sur un sujet très très basique, on avait fait un guide par exemple très bête, mais qui était pourquoi les associations doivent-elles gagner de l'argent. Et en fait, sur un sujet qui peut paraître très simple, prendre de la hauteur pour revenir un peu aux fondamentaux et en quoi ça peut paraître paradoxal qu'une association gagne de l'argent, en revanche ça a aussi un caractère essentiel, et ça peut en revanche ne pas directement mener à un retour dans la marchandisation. Voilà, c'est tout ça en fait qui permet à un moment de reposer le sujet, et on essaie toujours du coup de travailler avec des personnes, des chercheurs qui vont nous amener ce regard, cette prise de hauteur pour donner aussi à comprendre les choses. Donc pour prendre un exemple de collaboration récente, on travaille actuellement sur une étude qui a pour thématique numérique ESS. Le constat qu'on a fait, c'est que aujourd'hui, on parle partout dans les médias de numérique, il faut s'emparer du numérique, il faut être numérique, il faut être numérique, il faut être numérique. Le constat que l'on fait, et on est bien placé pour le faire, c'est que on voit à peu près, on accompagne à peu près 1300 entreprises de l'ESS chaque année, plus
porte le dispositif DLA, pour certains peut-être qui le connaissent, qui est un dispositif de conseil en fait aux associations. Donc, tous les ans, c'est à peu près 2500 associations en fait, qui sont soutenues par les salariés du réseau France Active. Donc on connaît très très bien le monde associatif. Et le constat premier que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, numérique et ESS, on est vraiment sur deux champs très opposés, avec beaucoup d'acteurs qui ne s'emparent pas du numérique, ne souhaitent pas s'emparer du numérique. Enfin voilà, on sent qu'il y a un sujet. On a souhaité faire cette étude pour voir comment on pouvait essayer de réconcilier le secteur de l'ESS avec cet enjeu numérique. Et là où la collaboration qu'on est en train de mener avec Philippe Hainaut de l'IAE est intéressante, c'est qu'au lieu de partir direct tête baissée dans le numérique, donc il faut aller vers du numérique, donc il faut avoir un site internet, donc il faut créer, je sais pas, une plateforme ou un site e-commerce pour... c'était pas ça qu'on avait envie de faire, on avait plutôt envie de repartir à aujourd'hui, en fait, pourquoi le numérique fait peur, pourquoi numérique et solidarité, ça paraît complètement antinomique, et donc du coup on a fait le choix de travailler à revenir au fondement d'Internet, du numérique, et puis travailler avec Philippe à comment on peut essayer de réconcilier numérique et solidaire. Est-ce que c'est possible en fait, mais en prenant vraiment de la hauteur sur qu'est-ce que ça veut dire, et du coup en faisant quelque part ce qu'on pourrait presque qualifier comme un détour, c'est-à-dire que le but c'est d'arriver à quelque chose de très pratico-pratique, et on fait un détour par les valeurs, le sens du numérique. Ça permet aussi aux acteurs enfin nous c'est ça le message qu'on a envie de faire passer, c'est que le numérique ça peut aussi être un moyen, et qu'en fait prendre de la hauteur, comprendre les valeurs, comprendre comment ça fonctionne, ça permet de voir qu'on peut aussi utiliser certains moyens différemment et arriver à des fins qui sont des fins éthiques, des fins solidaires. Et du coup l'intérêt après c'est évidemment de prendre des exemples d'associations qui se sont saisies du sujet et qui arrivent aujourd'hui à en tirer quelque chose de bénéfique. Voilà l'exemple que je peux donner. Après on a plein d'autres collaborations. On a collaboré aussi sur des questions de mesure d'impact, qui est un peu le même sujet où tout le monde parle, il faut mesurer son impact, il faut mesurer son impact. Et là, de la même manière, on a travaillé avec des chercheurs et avec l'association UCPA en l'occurrence, pour essayer de réfléchir à, au lieu de dire il faut mesurer son impact, c'est une évidence, il faut faire comme ça, à pourquoi et comment on peut se réapproprier le sujet, là de la même manière en prenant un peu de hauteur et en n'allant pas juste être baissé à dire je fais appel à un cabinet de conseil et je mesure mon impact parce qu'à un moment il faut le faire et tout le monde en parle. Voilà, sur la deuxième question qui était la... Ah bah très bien. On avait différents points de vue, des croisements de points de vue, et je pense que ce sera intéressant aussi de savoir où est-ce qu'on peut trouver toutes ces études, peut-être, mais tout à l'heure. Vous avez un micro, donc Christine, je vous laisse la parole. Oui, bon, je m'appelle Christine Joyot, je travaille à l'UNIOPS, mais je vais essayer de témoigner plutôt à titre personnel, puisque je vais croiser différentes expériences. Donc, en fait, j'ai une expérience personnelle récente qui est de faire une thèse en sociologie après une formation initiale en gestion et 30 années de pratique professionnelle dans le secteur associatif. Donc ça m'a appris énormément sur la question qui nous occupe. Et notamment, j'ai pu constater à quel point le détour théorique était important pour nourrir la pratique, pour redonner sens à des pratiques, pour les faire redécoller, notamment retrouver la façon de porter effectivement une pratique associative qui soit forte en valeur, et pas uniquement dans le discours, mais aussi dans l'action. J'ai aussi travaillé sur des démarches de prospective et voir à quel point il fallait qu'on puisse les outiller pour que l'intelligence collective fonctionne, qu'elle ait de la force, et comment certains cadrages, en fait, comme la sociologie était très puissante, bien qu'il soit mis en invisibilité. Donc ça, c'est mon premier point d'appui pour témoigner aujourd'hui. Le deuxième, c'est que dans ma sphère professionnelle, j'anime un comité qui s'appelle le Conseil de recherche et prospective, le MINOPS, qui essaye de réunir des universitaires et des acteurs. Quand je dis qui essaye, c'est que c'est très compliqué, mais on y parvient quand même. Donc on fait de la montée en généralité sur des sujets difficiles, comme le devenir de la protection sociale, le nouveau management public, l'entreprise sociale, etc. Donc c'est des sujets d'actualité qu'on essaye de démonter, de déconstruire et de reconstruire en essayant de porter une vision qui ne soit pas une vision scientifique éthérée, déconnectée du réel, mais qui soit ancrée dans le réel pour le voir autrement, plus large, décalé,
le rendre plus intelligible pour que les acteurs puissent défendre des positions, en l'occurrence des acteurs du milieu associatif. Et puis j'ai une troisième expérience dont je peux témoigner, je suis membre d'un espace ouvert qui s'appelle l'espace recherche prospective, qui est plus récent, qui a été créé en Rhône-Alpes par des gens de la société civile, des fédérations, des universitaires, des membres de l'Institut régional du travail social. Et là on est parti de problématiques de terrain. Moi je suis contributeur en tant que membre du comité technique et scientifique qui travaille sur les parcours des jeunes en difficulté. Donc juste pour dire en 2 mots, les parcours des jeunes en difficulté qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance ou de la PJJ sont faits de rupture. On peut dire que c'est la faute du système, parce que le système ne prévoit pas ce qui se passe quand on a 18 ans, etc. Enfin voilà. Et les acteurs qui se sont réunis se sont dit, on a des marges de manœuvre, pour autant qu'on décide de les cultiver et d'y travailler. Et les acteurs, c'est des directeurs d'établissement, c'est des profs, c'est des directeurs d'instituts du travail social, c'est des anciens juges pour enfants, etc. Et le fait de décider collectivement qu'on pouvait le faire, ça a produit tout un travail de recherche-action qui est en cours. Donc actuellement, on a travaillé sur des scénarios sur le devenir de l'aide sociale à l'enfance, on travaille sur des parcours en reprenant les parcours sous l'angle des enjeux de société, sous l'angle des politiques publiques, sous l'angle des pratiques professionnelles, sous l'angle des choix associatifs. Et il y a des groupes de travail maintenant qui fonctionnent un peu partout dans la région et qui vont bientôt construire ensemble un tableau de prospective et qui va nous faire avancer. Donc c'est long, il faut assumer la lenteur, il faut assumer le renouvellement des participants, mais ça nous apprend beaucoup. Et donc moi, ça m'amène à témoigner aujourd'hui du caractère indispensable du détour théorique pour améliorer les pratiques, partir des pratiques, les élargir, enfin en élargir l'analyse, revenir sur les pratiques, mais en même temps d'énormes difficultés de réussir à cette articulation pratique et théorie, avec une question qui revient tout le temps, c'est celle de la posture acteur-chercheur, du respect mutuel, et c'est à la fois indispensable et ça demeure à la fois très très compliqué, et ça va renvoyer beaucoup, mais on y reviendra après, à des postures en fait personnelles. Il n'y a pas de raisonnement général, il n'y a pas de bonne recette, il y a beaucoup des postures qui vont être des postures de bienveillance notamment, mais on pourra y revenir plus tard. Merci beaucoup. Donc, Lionel. Oui, alors moi je pourrais peut-être témoigner de 2 expériences que j'ai pu avoir sur les liens acteurs-chercheurs dans différents champs. Dans le champ associatif, moi j'appartiens à une association qui s'appelle la Quadrature du Net, association de défense des libertés dans l'environnement numérique, qui existe depuis 10 ans maintenant. Et à un moment donné, on a voulu créer ce qu'on a appelé un peu pompeusement un comité d'orientation stratégique, qui en fait était un conseil scientifique dans lequel on avait fait rentrer un certain nombre de chercheurs, plusieurs disciplines, qui voulaient nous accompagner. Et cette tentative a été un échec cuisant, par difficulté à animer cet organe, en fait, à trouver un moyen de faire fonctionner ensemble des chercheurs et leur faire produire des choses. Ça a été très compliqué. Et donc finalement, on a dissous ce comité, et on a changé de stratégie. On a dit, en fait, non, à la Quadrature du Net, il n'y aura que des membres qui n'ont pas de qualité séparée. Et là, il y a eu une réaction des chercheurs qui était assez intéressante. Il y en a une partie qui n'est pas revenue, peut-être parce qu'ils voulaient avoir un statut de chercheur y compris dans l'association. Et il y en a une partie qui sont revenus, mais qui sont devenus des membres, qui pour le coup contribuent à l'association, mais pas en tant que chercheurs. Et premier point qui m'avait fait penser qu'il y avait une petite difficulté, si vous voulez, à souder ou à articuler une action associative avec une activité de recherche. La deuxième expérience que j'ai eue, un petit peu plus tard, c'est au sein d'une association qui s'appelle la Coop des communs, qui est née, alors c'est intéressant de voir comment elle est née à partir d'un colloque de recherche, en fait, qui a eu à Cerisy en 2016, dont l'objectif avoué était de faire se rencontrer le monde des communs et le monde de l'ESS. Et de le faire dans 2 dimensions, c'est-à-dire de faire se rencontrer les chercheurs qui travaillent sur ces 2 sphères et les acteurs aussi qui travaillent dans ces 2 sphères. Et de cette rencontre initiale a émergé en fait une association qui travaille sur cette question et qui a gardé cet objectif de faire se rencontrer les chercheurs et les acteurs et de les faire produire ensemble. Alors là, du coup, ça a donné lieu à des groupes de travail. Notamment, il y en a un qui porte sur protection sociale et commun, qui a remis ses travaux il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça. C'est en ligne sur le site de la Coop des communs, et ça a été une première expérience de production là d'un texte. Alors c'était assez intéressant dans la manière dont ça a été cadré,
parce que c'était à la fois un groupe de travail qui avait une vraie ambition scientifique en termes de rigueur, pas un texte militant, c'est un texte qui avait une ambition scientifique, mais c'est un texte qui a été produit aussi par des gens qui n'ont pas la qualité de chercheurs et qui donc ont dû dialoguer avec les chercheurs qui étaient dans le groupe pour trouver un modus operandi. Voilà. Ça n'a pas été si simple que ça, même si c'est en tension, on va dire, si on va être vraiment objectif, mais les productions sont en ligne et voilà, ça montre que c'est possible. Et peut-être juste pour terminer, il y a une autre expérience qui a lieu dans la COP des communs qui va être intéressante, et donc Corinne Bercher-Chaptal, le premier jour, a donné quelques éléments. C'est le projet Plateforme en commun, qui est aussi rattaché à la COP des communs, qui rassemble un certain nombre d'acteurs qui veulent faire des plateformes en mode coopératif, on va dire, c'est-à-dire qui cherchent la convergence entre les plateformes numériques et le modèle coopératif. Donc là, ça nous ramène sur le terrain numérique ESS, qui pense qu'il est possible de faire des plateformes qui ne soient pas prédatrices, hein, comme Uber ou Airbnb, mais qu'on peut s'inspirer voilà, des principes éthiques qui sont dans l'économie sociale et solidaire pour faire des plateformes alternatives. Et donc, ce projet, alors ce qui est intéressant, c'est que ce projet a lui-même, c'est un projet d'acteur, mais a lui-même une démarche de recherche, je dirais intrinsèque, parce que c'est des acteurs qui ont à réinventer des modèles économiques, des modèles juridiques, des questions techniques ou technologiques aussi. Donc ils sont eux-mêmes dans une démarche d'expérimentation qui est quand même pas si éloignée de la recherche même fondamentale, je dirais. Et donc en plus là maintenant on a un groupe de chercheurs qui travaillent autour du CEPN, qui va entreprendre une recherche sur les pratiques de ce groupe et un petit peu plus largement. Et alors là, ça pose des questions qui sont très intéressantes, parce que c'est un projet qui a été financé par la DARES, et qui a été présenté comme un projet de recherche-action, dans lequel les chercheurs n'allaient pas se contenter d'aller voir un groupe pour en faire un objet de recherche, mais qui allait se positionner donc comme contributeur au projet. Et donc là, on est en train de réfléchir à la manière dont on peut articuler la présence de chercheurs en tant que contributeur au projet. Et c'est loin d'être si simple que ça, en fait, je trouve, à définir. C'est-à-dire, il y a des groupes de travail dans le projet Plateforme en commun. Les chercheurs, est-ce qu'ils ont vocation à rentrer dans les groupes de travail comme membres et à produire avec eux? Comment est-ce que eux, ça les nourrit dans leur réflexion? Comment il y a aussi la question de, quand vous êtes un projet associatif, être l'objet d'un projet de recherche représente un travail, en fait. Il ne faut pas croire que c'est un travail d'auto-documentation en fait, qui est demandé, qui est lourd, en fait. Ça peut être très très lourd. Et donc on est dans une réflexion pour savoir comment est-ce que la documentation qui est produite par les acteurs pourrait former une sorte de coopérative de données qui permettait ensuite à des projets de recherche de venir se greffer dessus de manière beaucoup plus simple, sans avoir à chaque fois à reproduire cet effort d'auto-documentation qui peut finir par devenir assez épuisant. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors on est allé presque sur la deuxième question en fait, qui était prévue, donc c'est très bien. Et ça permet de faire l'enchaînement sur les enseignements qu'on peut avoir de ces expériences. Donc vous êtes chemin faisant en train d'avoir des enseignements, mais peut-être qu'on peut déjà regarder par rapport à des projets qui ont été déjà menés, comment ça a été mené, quelles sont les dynamiques de recherche partenariale. Donc voilà un modèle de dynamique présenté par Lionel à l'instant, mais peut-être, voilà, je vous laisse la parole. Alors nous, sur ce sujet, on n'a pas beaucoup de recul parce qu'en fait, toute la fonction étude prospective existe depuis aujourd'hui 2 ans. Donc il y a beaucoup de choses qu'on est en train de construire au fil de l'eau. Et enfin, typiquement, la collaboration qu'on a avec Philippe sur le numérique, c'est quelque chose qu'on met en place, mais qu'on n'a pas fait des milliards de fois avant. Après, ce qui est très vrai, c'est un chose que vous disiez tous les deux, c'est qu'il y a effectivement cette relation de confiance, je pense, et de compréhension et de bienveillance qui semble être un paramètre essentiel pour avoir envie de faire des choses ensemble et puis ne serait-ce que comprendre aussi le prisme que chacun va prendre, puisque on n'a pas forcément les mêmes délais, on n'a pas forcément les mêmes manières de travailler, les mêmes contraintes, donc c'est important de se comprendre là-dessus. Peut-être un retour en revanche, parce que à France Active, on est énormément sollicité pour apporter un regard terrain sur des projets de recherche pour lesquels on ne peut pas vraiment dire qu'on est partenaire, en fait, parce que souvent on nous sollicite en nous disant voilà, il y a un projet de recherche qui a été mené,
quelque part, on nous envoie un résultat de recherche et puis on est souvent, du coup, un peu le test témoin. On doit lire, du coup, le projet de recherche et puis apporter notre regard pour dire est-ce que ça correspond à la réalité que nous, on voit ou pas. Là, en revanche, j'ai un vrai témoignage à faire sur l'énorme difficulté qu'on peut avoir quand on se retrouve dans ces positions, où on a souvent enfin, ça m'est encore arrivé il y a 15 jours, en fait, où on m'a envoyé en fait voilà, une étude déjà rédigée, et c'était en gros, est-ce que ça correspond à votre réalité, avec toute la difficulté de faire passer des messages quand on trouve que ça ne correspond pas du tout à notre réalité. Mais ce qui est parfois le cas, parce qu'après on se retrouve dans une position où on a quelqu'un en face de nous qui a travaillé peut-être 6 mois, enfin à fond sur son truc, à qui on est en train de dire, en fait, moi, c'est pas du tout ce que je vois tous les jours, du coup, c'est pas facile, en fait, de faire passer le message. Et ça pose parfois un peu la question de, en gros, à quoi on sert, en fait. Parce que c'est vrai que moi, je suis souvent un peu perplexe en me disant, mais en fait, pourquoi on vient me demander a posteriori soit l'enjeu terrain et collé à la réalité du terrain était essentiel, et auquel cas, moi, je me pose la question, pourquoi on n'est pas venu nous voir avant. Soit on est juste censé apporter une caution un peu pratico-pratique, disant oui, on valide, et auquel cas je me demande, du coup, quel est notre rôle en fait, pourquoi on doit passer, parce que ça demande du temps, je veux dire, si on veut lire toute une étude, apporter un regard un peu critique, avoir des échanges avec les personnes, c'est quand même beaucoup de temps. Voilà, et je trouve que ça arrive finalement assez souvent, et voilà, ça pose parfois un peu question du coup, dans la relation acteur-chercheur, du coup, qu'est-ce qui doit, comment, après c'est normal, chacun utilise un peu l'autre, dans le sens très positif, mais parce que voilà, on a chacun besoin d'un prisme qu'on n'a pas en fait, donc c'est normal d'aller côtoyer un autre univers et de chercher des informations. Après, il y a comment on le fait. Et voilà, en tout cas, dans ce témoignage-là, je trouve qu'il y a des choses qui devraient progresser. On voit la question du rôle, de la place, et qu'est-ce que constitue en fait l'acteur ou le chercheur dans cet échange. En fait, une ressource, un garant. Alors oui, dans le même ordre d'idée, moi j'ai envie d'insister sur la posture acteur-chercheur, sur les postures qui fonctionnent, les postures qui ne fonctionnent pas. Moi, ce dont je suis convaincue, c'est la posture verticale ne fonctionne plus, même si elle a fonctionné. Dire le savant sait, il explique à l'acteur, et l'acteur attend béatement que le scientifique lui explique. Parce que je pense que c'est dépassé, ça ne fonctionne plus, mais en tout cas, ça fonctionne moins bien que la posture horizontale où acteurs et chercheurs réfléchissent ensemble, y compris sur la façon de nommer une problématique de départ et la façon de choisir de l'appréhender. Mais pour autant, c'est pas simple du tout. Donc moi, j'ai expérimenté, j'ai observé souvent et vécu des problèmes dans cette posture horizontale, même si on la nomme de manière idyllique au départ. Donc il y a des postures de résistance, de déni ou dénigrement de part et d'autre. Donc par exemple, du côté des acteurs, vous avez des acteurs qui vont être dans le déni. Par exemple, ils vont refuser de faire le détour théorique parce que c'est trop long, parce que c'est pénible, parce qu'ils y pensent même pas, ils savent même pas qu'ils sont dans un cadrage théorique ou idéologique donné. Et donc ça, c'est ce problème du déni, ça va être difficile à gérer derrière parce qu'on n'arrive pas à dépasser l'idée qu'on est dans une réalité. En fait, elle est socialement construite, mais on n'arrive pas à avancer parce qu'il n'y a pas de prise de conscience de ça. Vous avez aussi la posture encore plus difficile, mais plus simple, c'est l'acteur qui dit la théorie, c'est les histoires de Parisiens. Moi, je me l'entends souvent dire quand même. Il se trouve que je suis une femme et que je suis parisienne, donc des fois je me le prends, ça paraît caricatural, mais c'est vrai, c'est quand même ma réalité, ça m'étonne encore à chaque fois. Mais bon, c'est rare, heureusement. Alors, du côté des universitaires, des chercheurs, des scientifiques, il y a des postures qui sont compliquées aussi, c'est ceux qui continuent à penser que l'acteur est là pour qu'on lui explique. Donc, quelle que soit l'analyse que vous présentez, quelle que soit votre légitimité, votre assise professionnelle, votre expertise, on va corriger votre copie. Ça arrive aussi tout le temps, et c'est difficile parce que c'est pas très satisfaisant, mais c'est aussi inutile parce que finalement on passe beaucoup de temps à se justifier quand même on est légitime dans son analyse. Alors après, il y a un autre souci que j'ai pu moi rencontrer, c'est le problème du cadrage disciplinaire. La rigueur de l'attachement à une discipline fait que l'acteur il est démuni dans son dialogue parce que sa réalité, elle est interdisciplinaire. Et donc, en fait, on a des difficultés de communication parce qu'il faut arriver à qualifier
bien, donc avec la rigueur scientifique nécessaire, une réalité qui est pluridisciplinaire, avec des gens qui vont vous obliger à rentrer dans un cadrage disciplinaire. Donc ça, c'est quand même difficile, mais ça se fait. Je veux dire, après, c'est une question de posture de chacun dans les dynamiques acteurs-chercheurs qui se jouent. Et heureusement, je participe à des cercles où ça se joue très bien. Mais en tout cas, pour moi, tout se joue en termes de posture. Il ne faut surtout pas avoir une posture naïve. Moi, j'ai eu cette posture naïve au début, c'est-à-dire qu'on sait que l'universitaire, il amenait la connaissance, le scientifique amenait la connaissance. Je n'avais pas du tout conscience des stratégies dans la connaissance. C'est-à-dire, il faut aller démasquer derrière la vérité affirmée, un cadrage conceptuel, un cadrage idéologique, voire une posture personnelle, une stratégie personnelle. Et ça, on est parfois démunis. Donc, en fait, il faut s'aguerrir à ça. Et puis après, il faut le dépasser. Et les lieux dans lesquels le dépassement se joue, que je veux le vivre, c'est des lieux où il y a un acteur charismatique, et le président du groupe, ou le collectif lui-même, qui décide qu'on dépasse ça et qu'il y a une espèce d'éthique de la relation acteur-chercheur, ou du collectif, tout simplement de l'intelligence collective, et qui va se jouer donc sur, on choisit d'assumer la controverse, on va trouver que d'animer la controverse c'est utile, donc mettre en débat les concepts, mettre en regard les concepts, les mettre en lumière, montrer que derrière les concepts il y a des idéologies, assumer d'en parler, donc assumer de les mettre sur la table, et assumer de débattre sans s'étriper. Donc la posture de la controverse bienveillante, elle est très salutaire parce que c'est un point de passage très important pour dépasser, ne serait-ce que des blocages dans l'analyse. Arriver à assumer une controverse, ça permet souvent, quand on l'a assumé, quand on l'a porté, de ressortir avec une analyse considérablement élargie. Mais si entre-temps on s'est opposé, on s'est battu dans l'interpersonnel, on a perdu cette chance de rendre un débat beaucoup plus riche. Donc là, ça repose sur des personnes qui ont cette capacité à transcender l'opposition interpersonnelle, à transcender la différence idéologique pour amener un débat d'idées enrichissant. Pour être naïf, c'est pas toujours possible, des fois ça n'est pas soluble, ça n'est pas résolu, mais des fois ça l'est quand même, et avec une même situation, si vous avez un acteur charismatique, faiseur de fait, qui porte un débat de manière tout à fait apaisée, on y arrive, et si cet acteur n'est pas là, ou si le groupe ne s'y prête pas, on n'y arrive pas. Donc tout est affaire de posture collective, et de posture de certains acteurs qui ont un effet d'entraînement. Je crois qu'il faut être très réaliste par rapport aux conditions à venir pour réussir ces controverses apaisées. Vous voulez témoigner aussi par rapport à vos expériences? Oui, alors moi en fait je voudrais faire un commentaire qui sera peut-être pas tout à fait de l'ordre du témoignage, mais peut-être de la réflexion, et peut-être de la réflexion même sur le plan épistémologique. Alors je ne suis pas officiellement chercheur, moi, mais ça ne m'empêche pas de me poser des questions épistémologiques, et notamment ces questions de rapport entre les acteurs et les chercheurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des communs, et dans le champ des communs, il y a des enjeux que je trouve vraiment intéressants sur la manière dont le savoir théorique s'articule aux pratiques. Vous savez sans doute que en fait, la question des communs elle est très ancienne, mais elle est revenue dans l'actualité suite au prix Nobel d'économie qui a été attribué à la chercheuse américaine Elinor Ostrom, qui elle-même avait un rapport très particulier avec le terrain, parce qu'en fait, elle a eu le prix Nobel pour avoir induit d'observation de terrain des facteurs qui peuvent conditionner la réussite d'une gestion en commun d'une ressource partagée dans le temps. Donc elle-même, déjà, n'était pas quelqu'un qui avait une démarche abstraite, elle a induit ces éléments d'observation de terrain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle était assez claire sur le fait que ce qu'elle avait produit n'était pas une boîte à outils. Parce que souvent, les acteurs de terrain venaient la voir en disant « Ah, mais ce que vous avez produit, c'est une boîte à outils, en fait, pour permettre de construire des communs. » Et elle avait quand même souvent, il y a des interviews d'elle où elle dit non, parce que je n'ai pas construit des boîtes à outils, moi j'ai construit en fait un cadre d'analyse d'activité qui fonctionne dans le plan scientifique, mais qui n'a pas vocation à être une ressource comme ça mobilisable. Or, ce qui s'est passé après, c'est que les acteurs, eux, s'en sont emparés comme une boîte à outils. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit même dans des gens, et moi-même je l'ai fait, je peux en témoigner de ça, qui se saisissent des critères qui ont été mis en place par Ostrom pour créer consciemment des communs. Donc utilisent un savoir qui a été produit à des fins d'analyse dans une visée pratique. Et je trouve que ça c'est très troublant de voir comment il y a eu... Alors il y a des gens aussi qui font des communs sans avoir absolument conscience qu'ils sont dans ce champ-là, sans le nommer. Voilà, il y a des tas qui font ça. Mais il y a des gens aussi qui s'emparent des éléments théoriques pour en faire des éléments d'application pratique. Et alors, ce qui est encore plus troublant, si vous voulez, et ça aussi, Elinor Ostrom l'avait vu et pris en compte, c'est que dans toute activité de commun, il y a une question de production et de partage des connaissances. Elle observait
des gestions de pâturage, vous savez, de zones de pêche, et tout, etc. Et elle constate dans ses observations que ça fonctionne si les acteurs sont capables de produire ensemble des connaissances et de les partager, de les capitaliser. Parce qu'elle dit, et elle présente l'activité même des acteurs sur le terrain comme s'ils étaient des chercheurs. C'est-à-dire, elle dit, les acteurs ont une connaissance imparfaite, donc ils sont obligés de faire des tests et de tester des pratiques par un mécanisme d'essai-erreur. Ils doivent partager les expériences qu'ils font entre eux pour se corriger et faire des boucles de rétroaction sur leurs pratiques. Donc en fait, ça ressemble beaucoup à une démarche expérimentale d'acteurs, et ça, il faut que ce soit documenté, et elle insiste sur le fait que la connaissance doit être faite. Et alors, ce qui est troublant, en fait, quand on observe les groupes qui agissent dans le champ des communs, c'est qu'en général, ils produisent leurs propres connaissances vis-à-vis de leurs pratiques. Et ça peut être une production de connaissances qui a un caractère très sophistiqué. Je connais des groupes qui ont beaucoup documenté leurs pratiques, qui ont fait naître des concepts, et qui ressemblent beaucoup à des travaux de recherche. Et alors toute la question qui devient complexe, c'est que quand vous avez des acteurs de terrain qui sont en mesure de produire une théorisation de leur propre activité, et vous avez ensuite des chercheurs qui viennent les observer, ça pose une question d'articulation, de savoir qu'ils n'ont pas le même statut, en fait, mais qui peuvent avoir à peu près la même visée. Et c'est très compliqué, je trouve, d'articuler ces deux productions de connaissances. Il peut y avoir un problème d'extractivisme, c'est-à-dire que si vous avez un chercheur qui vient dans ces groupes et qui constate l'existence de concepts, ça peut très bien tourner à une forme d'extractivisme. Le chercheur s'empare du concept, le publie dans une revue, et ça pose une question un peu éthique. Et après, il peut y avoir aussi une question de sauvegarder aussi la place du chercheur vis-à-vis du savoir des acteurs. Le chercheur, il a aussi un rôle, on ne peut pas lui demander de seulement enregistrer des connaissances qui ont été produites sur le terrain, il a aussi une fonction critique dans la vie. Et à la fois, il a aussi une fonction de visibilisation de ces pratiques. J'aime beaucoup l'exemple que cite souvent Jean-Louis Laville, vous savez, Sousa Santos, la sociologie des émergences et des absences, fait de pouvoir le rôle du chercheur comme visibilisation de pratiques en général dominées et invisibilité sur le terrain. Donc l'articulation entre les deux, je trouve, est très... et je termine juste avec un autre exemple que je trouve très intéressant. Vous avez peut-être lu un livre... une anthropologue américaine qui s'appelle Anna Tsing, qui a écrit un livre assez incroyable qui s'appelle Le champignon de la fin du monde, où elle étudie l'économie très particulière d'un champignon qui est devenu une ressource mondialisée. Et, elle va dans des tas d'endroits dans le monde pour documenter ses pratiques. Et elle utilise la notion de commun, mais d'une manière très différente, où elle voit comme un commun tout ce qui relève d'une relation d'interdépendance, soit entre des humains entre eux, soit entre des humains et le monde naturel. Et à la fin de son livre, elle retourne le concept qu'elle a créé, qu'elle appelle commun latent, sur elle-même, et elle dit en fait, moi, avec mes objets d'étude, et notamment les humains et les environnements naturels que j'ai traversés, j'ai créé un commun latent qui est mon objet de recherche. Et mon objet est lui-même un commun latent, et je suis redevable de ces liens d'interdépendance humains, et plus que ça, même un peu spirituel, elle va jusque-là, que j'ai créé avec ces... Et elle se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle doit rendre en retour de ce qu'elle a appris de ces terrains. Et c'est très inspirant comme vision pour nous aider à poser ces questions. Merci beaucoup. Alors, on est arrivé là encore sur la troisième question qui était comment, à travers cette connaissance partagée, on produit des communs. Mais c'est parfait, comme ça, on avance chemin faisant aussi, nous, dans la construction de la table ronde. Et donc, je vais vous laisser peut-être conclure. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge et je pense qu'il aussi nous interroge. C'est notre rôle en tant que chercheur dans la société. Donc, il y a tout un mouvement aujourd'hui sur la science ouverte, sciences en société. Il y a tout un champ de recherche, sociologie des sciences et sciences techniques et société, où il se pose la question même de dire sciences techniques en société. Et donc là, voilà, typiquement cette recherche collective comme un bien commun et cette recherche au service de l'intérêt général, d'innovation sociale et de la science ouverte, qui pose beaucoup de questions pour nous chercheurs dans nos carrières professionnelles par rapport à la propriété et aussi en termes de droits d'auteur. Nous sommes soumis à des contraintes très fortes par rapport aux droits d'auteur. Et il y a un mouvement général au niveau international sur ces questions. Et on peut peut-être juste témoigner. Je vous demanderai d'être le plus concis possible, si possible, pour qu'on ait le temps de l'échange.
je vais être très rapide. Évidemment, on peut être que pour, je pense. C'est intéressant pour tout le monde. Et pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai intérêt à décloisonner les univers, si je peux me permettre. Ça rejoint exactement ce que disait Madame Chaumiot, mais je pense qu'il y a un vrai besoin, même du côté des acteurs, d'avoir des retours aux valeurs. Et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, où on voit bien dans plein de sujets. Enfin, ce matin, j'étais en train de regarder toutes les annonces loi Pacte, loi ESS, des sujets même sur... Après, c'est des évolutions toutes bêtes, mais typiquement sur les coopératives, où on est en train de revoir toute la fiscalité des coopératives. En fait, sur des sujets comme ça, on voit bien que si aujourd'hui certaines décisions sont prises, et souvent un peu à l'emporte-pièce, c'est décidé comme ça, pouf, d'un jet, quoi. Hop, on met la fin à ce truc-là. Sauf qu'en fait, ce truc-là fiscal, s'il existe, c'est parce que derrière, il y a toute une histoire. Il y a des valeurs, il y a un sujet de c'est quoi la coopérative, c'est quoi la gouvernance coopérative, en quoi elle est complètement différente de la gouvernance d'une entreprise commerciale, par exemple, c'est quoi le droit de propriété dans une coopérative. Et en fait, la fiscalité, elle s'est calée à ça. Sauf qu'à un moment, tout ça s'est oublié. On est passé à autre chose, puis du coup, ça devient que des règles, en fait. Une règle fiscale, une règle comptable, une règle... Et je trouve que dans un moment où on a l'impression que tout paraît simple, hein, parce qu'en fait, tout est hyper simplifié. L'ESS, ça devient hyper simple. Entreprise à mission, c'est pareil que l'ESS, pouf, c'est hyper simple. Enfin... Et en fait, quand on se pose des questions, on se rend compte qu'en fait, bah non, c'est pas hyper simple. Et moi, par exemple, pour travailler dans une association, je me rends compte que oui, c'est pas pareil de travailler dans une association que dans une entreprise qui est cotée en bourse, ça n'a rien à voir. J'ai fait les deux, donc je me suis bien placée pour en parler. Et tout ça m'amène à penser que, du coup, ça veut dire qu'à un moment, il faut passer par de la coopération avec de la pensée, des valeurs, des temps de recherche, des temps où on se pose, et que je pense que le propre de... Enfin, c'est exactement ce que disait la dame d'Enercop, la difficulté pour les gens qui sont acteurs et acteurs de terrain, c'est le temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de penser. On n'a plus le temps. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a plein de décisions qui sont prises comme ça d'un trait, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas le temps. Allez hop, faut aller vite, faut voter des lois, faut faire des trucs, et puis du coup, on râle les cartes. Et puis après, on se dit, ah bah ouais, en fait, peut-être que ça n'avait pas trop de sens de faire ça, mais de toute façon, c'est trop tard, c'est déjà fait. Et du coup, je trouve que nouer des relations entre des chercheurs qui, quelque part, ont pour vocation de prendre le temps de penser des choses que nous, on aura peut-être moins le temps de penser, parce qu'il y a des choses où on n'a pas le même rapport à l'immédiateté. Enfin, du coup, ça donne toute la force, en fait. Et pour moi, c'est une coopération qui est vraiment nécessaire, en fait, pour aussi, à un moment, pouvoir continuer à exister et puis à partager ensemble des valeurs. Enfin, c'est exactement ce que sur le médico-social où tout l'enjeu de la protection sociale demain, c'est la même chose en fait. C'est qu'à un moment, si on n'arrive pas à collectivement penser les choses, du coup, les messages qu'il faut envoyer sont des messages qui ont, je pense, manque de sens en fait. Je voudrais ajouter trois choses. Donc la première, c'est qu'il me semble indispensable que la science elle rende compte d'enjeux. Elle ne produise pas seulement des connaissances, mais qu'elle rende compte d'enjeux pour que le débat démocratique puisse s'en saisir. Je vais prendre un exemple, l'intelligence artificielle. Ça peut produire des progrès incroyables, par exemple des petits robots, des puces électroniques qui vont compenser des handicaps, mais il y a des effets aussi négatifs extrêmement forts qui devraient être mis en débat. Il faut que les scientifiques nomment ces enjeux-là ou acceptent qu'ils soient nommés, qu'ils soient ramenés à des enjeux que l'on puisse débattre. Il y a des tas de scientifiques qui le font, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Donc il ne faut pas baisser les bras par rapport à ça, et la science peut s'obliger à nommer aussi ce qu'elle produit en termes d'enjeux susceptibles d'être débattus. Donc ça va envoyer au débat entre science et éthique. Il y a des grands scientifiques qui sont sur ce chemin-là. Il n'est pas du tout impossible. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est, quitte à être insistante, c'est que la réalité elle est interdisciplinaire. Est-ce que, pour un débat avec la société, un débat plus large, il ne faut pas que la communauté scientifique se pose de manière beaucoup plus fondamentale cette question-là, parce que sinon on n'y arrive pas. Si on est renvoyé à l'imperfection dans une discipline donnée chaque fois qu'on veut poser un problème complexe, on n'y arrive pas, et pourtant on n'est pas stupide, parce qu'on n'est pas spécialiste de chacune des disciplines quand on veut nommer l'interaction des enjeux économiques, des enjeux de gestion, des enjeux sociologiques, des enjeux scientifiques
Et du coup, il faudrait qu'on arrive à trouver ce dialogue. Donc il faut aussi que la communauté scientifique fasse un pas vers cette interdisciplinarité. Et alors le troisième niveau sur lequel je voudrais insister, c'est l'importance de démasquer les cadrages. C'est-à-dire qu'il y a des cadrages disciplinaires, mais il faut qu'ils se nomment, il faut qu'on nous oblige à faire rentrer une réalité sociologique dans un cadrage économique. À un moment donné, c'est fatigant, parce qu'on passe du temps à se justifier, alors qu'on sait bien qu'on a raison, que le cadrage est mauvais, mais on a une posture surplombante qui a un cadrage implicite et dominant qu'on n'arrive même pas à ébranler. Donc il faut démasquer aussi les cadrages qui sont des cadrages stratégiques, des cadrages personnels, des cadrages légaux. Donc là, il y a des tabous, il y a du déni. Et c'est quelque chose qui est très très lourd. Et il faut qu'on soit vigilant, en fait, dans ce dialogue entre sciences et société. Encore une fois, la posture ne peut pas être naïve. Il y a un travail sur les cadrages qu'il faut faire de manière très volontariste, très sereine aussi, parce que ce problème des cadrages masqués, il nous empêche un dialogue en fait, suffisamment ouvert. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire tomber. Il faut oser affronter cette problématique des cadrages, travailler techniquement. Ça se fait, quand ça se fait, c'est hyper intéressant, parce qu'on arrive à discuter plus largement, à discuter finalement plus sereinement, parce que si on dit nous on parle, alors ça va mieux, parce que le débat s'éclaircit. Donc il y a quelque chose à travailler sur ce démasquage des cadrages. Merci, je vous laisse conclure. Alors très rapidement peut-être, avec une autre casquette, parce qu'il se trouve que depuis peu je travaille au CNRS, donc, je ne suis pas officiellement chercheur mais je travaille au CNRS, c'est la vie gratuite, mais justement sur les questions de sciences ouvertes. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en juillet dernier, il y a un plan national qui a été pris sur la science ouverte, avec des orientations gouvernementales et institutionnelles assez fortes, mais qui voit la science ouverte essentiellement comme un enjeu d'éviter la privatisation de la connaissance scientifique, notamment par les grands groupes d'édition mondiaux, sur la prédation sur les articles, et qui maintenant s'intéresse aussi à la question des données de recherche, et à faire en sorte que les données soient le plus largement partagées et réutilisées. Mais ce qui est troublant, quand on lit le plan sur la science ouverte, c'est que la question du rapport science-société n'est pas frontalement posée. C'est pas cette vision-là d'ouverture qui a été mise en œuvre. Il y a quelques éléments sur la science participative, mais c'est quand même des choses qui sont beaucoup plus développées dans le champ des sciences exactes. Par exemple, la participation des amateurs à l'observation des étoiles ou à l'observation des populations d'oiseaux. Et je trouve que dans le domaine sciences humaines et sociales, ce volet-là est plus ou moins absent du plan. J'ai eu connaissance qu'il y a eu des interpellations des pouvoirs publics par des associations de sciences citoyennes qui voulaient qu'il y ait un volet sur la science ouverte en tant que réflexion sur le rapport entre la science et la société, qui pour l'instant n'a pas été mise en œuvre. Donc je trouve que ce serait particulièrement important que de la part même des chercheurs, en fait, cette question-là ne soit pas abandonnée, et surtout dans le champ des sciences humaines et sociales. Parce que sinon, dans les sciences exactes, il va y avoir des choses, et dans le champ des sciences humaines et sociales, on risque de ne pas avoir mis en avant cette dimension qui, pour moi, pourtant, est vraiment constitutive de ce que devrait être la science ouverte, ou la science comme bien commun. Merci beaucoup. Alors, il y a une association qui s'appelle Alice qui se bat pour ça, effectivement, pour encourager ce mouvement. Je vous laisse la parole pour quelques questions. On va prendre toutes les questions. Oui, enfin, c'est pas une question. C'est un commentaire à la fois d'enseignant-chercheur, mais aussi de praticien, parce que j'ai été DRH d'une douzaine d'entreprises. Je vais rebondir sur un propos d'Emmanuelle Blaudet. C'est surtout pas contre elle, bien sûr, mais c'est quand elle a dit, et elle a raison de le dire, le chercheur, il a vocation à prendre le temps. Je pense que ce que je vais dire va parler à beaucoup de gens dans la salle. Oui, on a vocation à prendre du temps, sauf qu'on l'a pas. Et qu'en dehors de la recherche, on a beaucoup d'autres choses à gérer, et pas seulement de l'enseignement, ce qui fait que bien souvent, dans notre quotidien de travail, la recherche, elle passe après. Et on cherche le temps. Alors en général, c'est le soir, le week-end, les vacances. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas Dix et j'ai la chance de maintenant être dans la COP des communs que j'ai cofondée et que j'anime. Alors il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, sur comment on se ramène, on se renvoie nos frustrations
comment on se renvoie nos plaisirs parce qu'on a les mêmes objets. Quand on est sur les mêmes objets, ben voilà, soit on se renvoie les critiques qu'on a les uns aux autres, soit on trouve que c'est absolument génial. Mais c'est pas ça que je voudrais dire. Je voudrais faire un commentaire et je vais essayer de le poser sous forme de question et puis peut-être un appel. Je trouve important ce que Lionel nous a évoqué à propos de Elinor Ostrom qui a dit moi les principes que je vous nomme comme étant des principes qui contribuent au succès ou aux échecs des communs, ce sont seulement des principes, ce ne sont pas des modèles. Je trouverais intéressant, et donc j'aimerais bien avoir votre avis, de réfléchir ensemble sur le côté performatif de la recherche en fait. Parce que ça m'amène par exemple à faire le parallèle avec l'idéal type des entreprises sociales, enfin de l'entreprise sociale de MS, qui est devenu quelque chose qui est plus du tout un idéal type, qui est la modélisation de ce que doit être une entreprise sociale. Je pense que ce sont des sujets compliqués à aborder pour les chercheurs, mais bon voilà, je pense que ce sont des sujets qui valent. Et qui valent beaucoup, voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout quand on est en sciences de gestion, parce que le côté performatif des outils, il est quand même essentiel. Alors du coup, pour pas être trop longue, sur le dernier point, bon, c'est vrai que sur le côté sciences ouvertes ou sciences participatives, recherche participative, il y a des choses qui émergent. Voilà, nous, pendant l'été, là, on a répondu à un appel à projet de recherche participative qui s'appelait CO3, avec Agropolis, la Fondation de France, la Fondation pour le progrès de l'homme, je ne sais plus qui y avait encore, l'ADEME, pour aller vers cette idée de recherche participative. Et puis là, on nous a fait signe, enfin quand je dis on nous a fait signe, c'est à la COP des communs, parce que il y a des gens qui veulent travailler sur le modèle de Alice, effectivement, l'Alliance Sciences Société, puis dans le monde des communs, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent autour des sciences ouvertes. Et je retiens ce que vous avez dit, excusez-moi, vous qui animez la table ronde, là, parce que vous avez dit, excusez-moi, hein, voilà, merci, Amina Bessi-Becher. Vous avez dit que ça pose des problèmes pour les chercheurs. Ce qui serait très intéressant, c'est que nous, on sache quel type de problème ça vous pose, parce que ça, on ne le sait pas. Et du coup, pourquoi ça ne fonctionne pas, vu de votre côté et vu de l'institution? Ça serait vraiment intéressant. Donc, finalement, c'est peut-être pas une question, mais c'est un appel. Moi, j'aimerais bien, vu de la COP des communs, ou vu de l'expérience qu'on a nous, mais il y en aurait d'autres, Christine en a une, bien sûr, qu'est-ce qui empêche, quels sont les éléments tangibles qui, dans vos notations, dans vos, enfin, voilà, toutes vos choses compliquées là, qu'est-ce qui empêche que ces alliances acteurs-chercheurs puissent se développer? Et tout particulièrement dans le champ de l'ESS et des communs, parce que Jean-François Drapry a toujours tendance à dire, voilà, c'est le rapport entre la théorie et l'action qui fait la richesse de l'économie sociale, et forcément des communs aussi. Voilà. Donc, est-ce que ça serait possible de se retrouver pour ça? Merci, Nicole. On va prendre encore une question. Oui, une question pour Christine Chauliot. Vous avez dépeint plusieurs postures de chercheurs qui, si j'ai bien compris, ne sont pas les plus coopératives, les plus bienveillantes. Chercheurs qui corrigent, celui qui investit, en corrigeant ou en posant des questions. Et puis vous m'avez dit, on verra peut-être plus tard la posture d'un chercheur bienveillant. Vous pourriez développer, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Ok, là je donne la parole. Pour revenir, je ne disais pas du tout qu'un chercheur n'a que ça à faire et passe ses journées. Le rapport au temps est en plus un rapport au temps sur le temps long, en fait, d'avoir pas de jugement. Alors, sur le côté performatif, c'est des questions qui se posent énormément en gestion. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. Donc oui, on s'interroge sur cet effet performatif.
Et aussi, notamment, moi je pense aussi à l'aspect formation de nos étudiants. Voilà. Aujourd'hui, on interpelle énormément la gestion dans la société, on interpelle à tous les niveaux. Nous, on sait très bien ce qu'on entend hein, sur les mots, ce qu'ils renvoient comme connotation négative dans la société. Donc, je vais vous, voilà, aujourd'hui dire je suis un enseignant-chercheur en marketing ou en comptabilité, ou tout de suite, ça renvoie à beaucoup de choses. Donc, assumons, hein, nous sommes en gestion, pour certains d'entre nous ici. Et bien évidemment, on se pose des questions sur ce cadrage, ce qu'il y a derrière, idéologique, etc. Tous ces éléments-là, on se dépose ces questions-là. Alors, moi, je pense qu'on est en fait aujourd'hui dans un mouvement quand même au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est très bousculé. En fait, on est dans quelque chose de transformation, d'une transformation majeure de l'enseignement supérieur et de la recherche, il faut le dire. Avec un modèle qui est en train d'être totalement revisité depuis la loi déjà sur l'autonomie des universités et la charge de travail dont parlait chers collègues, c'est vrai qu'elle est énorme, c'est-à-dire qu'on a 3 missions, l'enseignement, la recherche et l'insertion professionnelle. Donc le temps de la recherche se déroule comme il peut, selon notre volonté aussi, et c'est peut-être là qu'il va falloir qu'on s'organise mieux aussi avec les acteurs pour pouvoir nous redonner cet espace de liberté qui en fait nous permettait de mieux penser ce que l'on enseigne à nos étudiants et de pouvoir le renouveler nos connaissances et ne pas simplement répéter des connaissances, surtout des connaissances qui sont parfois effectivement modélisées et ne sont pas re-questionnées. On est une discipline très particulière, technique, qui est quand même prise en charge aussi par les organisations elles-mêmes et par les consultants. Donc ça c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de tous les conseils en management, tout ce qui constitue aussi notre corpus de connaissances, c'est aussi beaucoup particulier par des acteurs qui ne sont pas de l'ESS mais qui sont dans les entreprises, les grandes entreprises du monde capitaliste, de la grande entreprise. C'est pas une insulte dans ma bouche quand je dis ça, mais c'est pas non plus, c'est aussi à questionner par rapport aux cadres d'origine qui sont performatifs des outils qu'on peut diffuser. Donc tout ça, c'était simplement pour dire que nous, on a bien conscience des enjeux qui nous sont posés. Simplement, justement, le travail que l'on peut faire avec les acteurs est aussi pour nous nous amène aussi à la réflexivité, à nous questionner, à nous faire avancer. Et on est quand même contraint. Je ne vais pas vous détailler toutes les contraintes qu'on a au niveau de nos établissements et de nos évaluateurs, l'HCERS, nos indicateurs de performance en tant que chercheurs, les publications dans lesquelles il faut publier pour être reconnu comme étant un chercheur. Selon les disciplines, nous n'avons pas les mêmes contraintes. Et en gestion, nous avons été les champions de la définition des contraintes. Je parle pour moi, je ne vais pas m'engager toute la... Mais il pourrait y avoir un débat avec les autres collègues. Mais c'est vrai que c'est par rapport à la sociologie qui n'a pas classé ses revues comme nous. Nous, on a été des super classeurs. Mais ça, c'est inhérent à notre forme, peut-être, c'est culturel. Je vais peut-être vous laisser répondre. Oui, alors moi je pense que la question elle est générale, c'est-à-dire que c'est pas enjeu critique sur des postures de chercheurs et survalorisation de postures héroïques d'acteurs, je dirais qu'il ne s'agit pas de ça. C'est plus que de part et d'autre, il y a des efforts à faire ou des garanties à apporter dans une logique collective en fait pour que ça puisse fonctionner. Donc j'ai nommé, je crois, de manière à peu près équivalente ou équilibrée, des postures problématiques, qui est celui de l'acteur qui va refuser le détour théorique, qui va stigmatiser le chercheur, qui refuse de faire l'effort d'aller se poser la question de la distance à sa pratique. Vous avez à l'inverse des postures problématiques de chercheurs qui ne reconnaissent pas la capacité de l'acteur à penser. C'est des postures qu'on connaît tous, et on connaît tous aussi, en tout cas moi j'en connais, des postures collectives dans lesquelles tout va bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de l'horizontalité, du respect mutuel, où chacun accepte d'être attentif à d'où l'autre parle et à se laisser un peu déstabiliser dans sa propre sphère de connaissances, alors on arrive à des choses extrêmement intéressantes. Donc moi j'ai par exemple participé il y a longtemps à l'aventure du CRIDA, qui était un centre de recherche sur les innovations, et donc j'ai participé notamment à un groupe de recherche sur l'évaluation. Autour de la table, il y avait des juristes, des sociologues, des gestionnaires, des économistes, des acteurs de terrain dont moi je faisais partie. On travaillait ensemble à concevoir une autre conception d'évaluation, on allait sur le terrain tenter des choses, on revenait, on en discutait collectivement, encore une fois en toute humilité, parce qu'on avait tous à apprendre de la posture de l'autre, et une fois qu'on allait sur le terrain et qu'on avait réussi ou pas réussi
une démarche d'évaluation réelle, on revenait et on pouvait en reparler. Donc le côté très itératif, donc très modeste de la démarche de recherche collective, c'est très formateur. Nous, je travaille dans un autre groupe, donc l'espace recherche prospective sur les parcours. On met des mois et des mois à avancer sur des choses microscopiques. Mais quand on avance, on a vraiment avancé collectivement. Et quand des gens partent et qu'ils recommencent à zéro, on repart à zéro et on est collectivement responsable. Donc moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective, à une posture horizontale de respect mutuel. Il n'y a personne qui est là-haut, personne qui est en bas. Et l'acteur, il n'est pas là, le chercheur, il n'est pas en bas. On veut dire, on est en horizontal. Et c'est l'enjeu, l'éthique presque du respect mutuel qui va permettre de dépasser finalement l'insuffisance des postures bloquées dans des périmètres prédéfinis. Je pense que c'est ça qu'on a à faire en ce moment, c'est ce dépassement. Vu tout ce qu'on a à résoudre comme problème, on est sur l'enjeu du développement durable et d'une société soutenable. Je crois que c'est vraiment urgent d'assumer ça et de se saisir de ce qui fonctionne bien, en fait. Répondre. Très rapidement m'opter sur la question de la performativité de la recherche. Il y a un exemple que je voudrais citer parce que je trouve qu'il est assez intéressant. C'est une chercheuse qui s'appelle Geneviève Fontaine qui travaille avec Hervé de Falvar à Marne-la-Vallée. Et son objet, en fait, elle a créé un nouveau concept qu'elle appelle commun de capacité. Son objet, en fait, c'est de voir comment des initiatives qui se reconnaissent comme des communs prennent en compte ou pas la différence de capacité des personnes, notamment à la contribution, à la participation, à la gouvernance. Elle essaie de mesurer cette question-là, ou de l'observer. Et alors, ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'elle a produit une sorte de grille qu'elle soumet aux acteurs sur le terrain. Et si vous voulez, cette grille incorpore directement, cet outil incorpore en lui-même l'idée que quand elle va leur administrer cette grille, ça modifiera forcément le projet. C'est-à-dire que le simple fait d'introduire cette question dans un collectif va nécessairement l'amener parfois à générer des tensions, que la question n'est pas neutre vis-à-vis de son objet, qu'il y aura une réaction, une boucle de rétroaction. Et je trouve que c'était intéressant comme dans son approche d'avoir mis ça en avant, parce que du coup la position du chercheur, ça induit une certaine responsabilité aussi, dans la manière dont elle va poser la question, et voilà, je trouvais que ce concept-là est vraiment intéressant, et la manière dont elle le rend opérationnel est aussi intéressante. Je vous remercie. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que construire ensemble la recherche, ça signifie déjà de définir un intérêt commun, des débats et de construire ensemble. Je pense que problématiser ensemble, c'est le point de départ en fait d'une recherche collective. Merci beaucoup, merci à vous. Alors j'ai une invitation à vous faire et 3 messages. L'invitation, c'est partez pas tout de suite parce qu'il y a un pot qui vous attend, ça permettra de prolonger des débats et d'échanger de manière plus informelle. Après, d'abord, avant les 3 messages, je vous remercier tous les intervenants, tous les participants pour la qualité des papiers, des présentations, des débats, des ateliers. Surtout, j'ai beaucoup apprécié la richesse, la dynamique à l'intérieur de ces ateliers, la capacité à discuter collectivement. Et je vous en remercie tous parce que ça a largement contribué à des débats et à lancer des idées collectives sur ces questions. Alors les 3 messages sont les suivants. Le premier message, c'est comme vous l'avez vu, l'événement a été filmé. Donc on va le mettre en ligne, on vous enverra le lien vers cette vidéo. Cette vidéo pourrait être diffusée pour les gens qui n'ont pas pu assister aux 2 journées. Je pense que c'est intéressant de savoir qu'il y aura cette archive sonore et vidéo. Deuxième point, quand vous irez tout à l'heure prendre un pause dans la salle à côté, vous verrez que Christian Fritz a travaillé et a rendu de manière graphique tous les ateliers, donc c'est aussi un moyen ludique de regarder un petit peu comment ces 2 journées se sont déroulées. Voilà. Troisième et dernier message que je vous donne, parce que c'est une question qui a souvent été posée, quels sont les actes qui seront publiés? Alors, il n'y aura pas vraiment des actes publiés, parce qu'il y a un certain nombre de papiers de recherche qui sont des états d'ébauche, il y a des auteurs qui ne veulent pas forcément que leurs papiers soient communiqués. Alors on va faire la chose suivante, on va vous enverrer de manière numérique, on le déjà fait de papier, des résumés des interventions. Vous avez pris des échanges, vous avez parlé avec des personnes, vous pouvez de manière personnelle demander à l'auteur s'il accepte de vous communiquer son papier. Mais nous, on a pris contact avec des revues académiques, et donc on va préparer 1 ou 2 numéros spéciaux, on va voir comment on peut le négocier. Donc on vous tiendra informé, il y aura un appel public à papier qui sera mis, une fois que le temps de rédiger, d'avoir l'accord des revues. Donc restez en contact avec nous on vous offre un message, et donc il y a une possibilité de publication de papier qui finalisé dans une revue. Voilà, donc ça c'est la perspective qui s'ouvre et sur laquelle je vous invite à être vigilant sur les emails qu'on vous enverra au début de la semaine. Merci à tous.